Bonjour. 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 Bon, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Eh bien, nous sommes Ponfétude de la team Ponfétude. Eh oui, Tout à fait. Moi c'est Ponf, lui c'est Tude. Donc voilà. c'est ça. On a placé 3 fois le mot Ponfétude dans une seule phrase, c'est plutôt C'est GG. génial. Bravo Donc les gars. on a... voilà, l'interview est terminée. Référence. Merci, merci d'être venu. Non, donc voilà, en fait Non, on est-ce que vous est... pouvez expliquer ce que vous faites? Ok, alors ce qu'on fait, on commente des parties d'un jeu de stratégie qui s'appelle StarCraft 2, qui est sorti en juillet 2010. Ouais. Et qui est suffisamment profond pour que un an après on soit toujours en train de commenter des parties. On a 350 parties à notre actif et donc en fait c'est un jeu qui oppose deux joueurs. Généralement on fait du 1 contre 1 qui donc jouent sur une carte et doivent récolter des ressources, produire des unités et défoncer la gueule de leur adversaire. Et le jeu est suffisamment profond pour qu'il y ait une vraie créativité au niveau des stratégies. Ouais, en fait, on le commente un petit peu à la manière d'un match de foot, c'est-à-dire ou de n'importe quel sport. C'est-à-dire, tu peux commenter l'action, la stratégie que les joueurs sont en train de mettre en place, mais tu peux aussi parler du contexte, de l'histoire des joueurs, s'il y a des antipathies entre tel joueur tel joueur vient de quitter tel clan, tel tournoi a été mal organisé, il y a eu des problèmes, machin, des déconnexions. Enfin, il y a beaucoup de choses à raconter, et on essaye de raconter une histoire autour des parties. Pour en faire un divertissement, et nous ça nous fait kiffer, on adore ça. Donc, Et comment ça vous est venu en fait? Quel a été le déclic de vous dire allez on se lance, on va commenter du StarCraft 2? C'est un mix de plusieurs choses, plusieurs réflexions qu'on s'est faites, je pense, Tude, moi et toute la team, puisqu'on est 8 dans la team aujourd'hui. C'est premièrement, je pense que c'est la première réflexion, c'était de se dire ce jeu est commentable. Visuellement il est joli, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose à dire et c'est joli, il y a de l'enjeu, c'est vraiment très très speed comme jeu, il y a une vraie tension et grosso modo on va essayer de la retranscrire dans nos casts et pour faire vivre aussi le spectateur, et faire vivre la partie et le faire vibrer et en faire un show quoi. Et l'avantage de ce jeu aussi, c'est qu'il y a différents niveaux de compréhension en fait, c'est-à-dire si tu es néophyte, que tu ne connais pas du tout le jeu, si grave, tu regardes une vidéo, alors voilà, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Tu peux continuer à Ce regarder, n'est pas sale. mais tu peux comprendre ce qui est un peu comme Street Fighter, tu vois, genre tu peux comprendre qu'il y a un mec qui est en train de défoncer l'autre. Bah là, c'est un peu pareil à StarCraft 2, Ouais. tu peux comprendre ce qui est en train de se passer, le rapport de force, etc. Mais si tu as un très bon niveau, que tu connais très très bien le jeu, il y a aussi une richesse technique que tu peux voir dans la partie et que les commentateurs peuvent mettre en avant. Ouais. Donc c'est ça l'avantage du jeu. Et nous on est des gamers depuis franchement, je sais pas moi, 9 ans, 10 ans, enfin un bon bout de temps. Et vous aviez déjà des contacts avec l'e-sport? C'était déjà quelque chose qui vous passionnait ou Pas du Alors tout. moi ça me passionnait. Moi, Ponf, moi, pas du tout. pas Genre, du tout. je savais même pas que ça existait. Et j'ai découvert le milieu quand on a commencé, il y a pas mal de gens qui ont commencé à nous suivre. Et résultat, on a été contacté par les organismes incontournables du marché, quoi, du milieu. En France, ouais. En France en tout cas. Et là gros salut quoi, genre ah bon il y a des joueurs pros, ah bon il y a des rachats de joueurs, ah bon Ouais. il y a des... moi j'ai découvert, c'est génial d'avoir découvert cet univers quoi, mais et en plus je pense que ça le mérite, c'est-à-dire que c'est... comment dire, ça suscite tellement d'engouement en fait, une partie d'un jeu vidéo comme ça, mais ce jeu vidéo là et d'autres, il y en a 2 ou 3 qui sont sur le même registre, donc le sport électronique, suscite tellement d'engouement, de compétition, de recherche de la performance, d'envie de gagner, etc. Que ce truc il est sorti de nulle part quoi. Et ce milieu quoi, ce milieu du sport électronique sorti de nulle part et il y a des sponsors qui sont arrivés, etc. Donc c'est vraiment un milieu auto-créé qui est sorti aux alentours de quand Brood War, donc StarCraft 1 est sorti. Et Counter-Strike, ouais. et des gens qui disent que StarCraft et Counter-Strike c'est des accidents quoi. C'est-à-dire que les mecs Ouais. quand ils ont développé le jeu, ils se sont jamais dit... Ils pensaient pas à ça quoi. Et maintenant le sport électronique, c'est en train de devenir un des premiers sports au monde. C'est-à-dire, il y a des compétitions qui se lancent où l'équipe gagnante repart avec $1 million. C'est-à-dire que, je sais pas, Roland Garros, à titre de comparaison, si mes infos sont exactes, c'est le premier repart avec 1 million, 1,2 million. Ça devient comparable. Il y a une autre compétition de jeux vidéo qui va sortir là, c'est $5 millions. Donc ça va devenir
a priori un des premiers sports au monde. En termes de... Et ça a toutes les composantes du sport, c'est-à-dire, on va dire, le culte de la personne, les personnes qui sont mises en avant, Rafael Nadal, Federer, etc. Enfin, c'est pareil, les personnes qui sont mises en avant, les commentateurs, les médias de diffusion, l'arbitrage, le renouvellement, etc. Et l'avantage du jeu vidéo, c'est que, enfin, je trouve que c'est plus facile de s'identifier, pour moi en tout cas, à un joueur de jeu vidéo qu'à un mec qui joue au tennis. Parce que Rafael Nadal, tu vois, genre, moi je l'admire, mais je sais que je ne serai jamais lui. C'est impossible. Ouais. Alors qu'un joueur de jeu vidéo, tu te dis, voilà, je peux acheter le jeu, je peux essayer, j'ai mes chances, j'ai 2 mains, voilà, je sais cliquer, ça peut le faire. C'est la base. Enfin, pour ceux qui ont 2 mains. Pour ceux qui ont 2 D'accord, il y a quand même des discriminations, quoi. Voilà, non, ouais, mais après, je sais que moi j'ai rencontré des gens handicapés sur des salons et qui jouaient à StarCraft 2. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais il y a un des meilleurs joueurs, et ça c'est un message très fort, hein, c'est un des meilleurs joueurs de Street Fighter. Oui, il n'a pas de bras. Il n'a pas de bras. Ouais. Non, et il joue avec. Il joue avec sa joue, je crois, non? Et il est très très respecté aux États-Unis. Il a un niveau compétitif de façon mondiale, et pourtant il a un gros handicap, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est un sport qui est vachement amené à se développer. Et vous vous sentez investi d'une mission par rapport à la popularisation du e-sport ou dans cet engrenage-là, où vous faites votre vie et puis on verra? Alors, moi, je pense que pourquoi on est arrivé ici, c'est justement parce qu'on n'a pas de mission de sauver l'e-sport français en fait. C'est-à-dire qu'on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont dit il faut faire avancer l'e-sport, il faut nanana, etc. Mais on s'est rendu compte que c'était des gens qui finalement se tiraient dans les pattes mutuellement et bon voilà. Alors que nous on arrivait en disant putain c'est fun, genre vas-y on fait un truc, on va faire marrer les gens, on va faire découvrir ça aux gens et moi si j'ai une mission, c'est pas faire reconnaître le sport électronique, c'est pas créer une fédération du sport électronique, c'est qu'on ne balance pas Nagui à 20h sur TF1, ouais. Parce que ça c'est ridicule. Ouais, c'est plus ça, ouais. On pense que ça peut être un divertissement qui a un public et qui peut être très agréable pour les gens. Après, ouais, bon, moi je vais être un peu plus nuancé qu'Alex. Ça nous fait plaisir de donner un coup de main à l'e-sport en France et de jouer sur notre popularité là-dessus. Mais on ne s'est pas fixé comme objectif de faire grandir l'e-sport en France, quoi. On veut juste créer du divertissement et se faire plaisir. Et si on doit faire grandir un truc, je pense que c'est le public. Et si on doit satisfaire quelqu'un, c'est le public. Et les joueurs. On aime bien mettre en valeur les joueurs, montrer essayer de les faire connaître, etc. Les mettre en valeur. Donc là maintenant ça fait 1 an, enfin un peu plus d'1 an. Comment ça s'est passé cette première année en fait, l'augmentation du public, l'arrivée des premiers sponsors, des premiers événements? Est-ce que vous pouvez expliquer la montée en puissance de Ponfétude? Ça s'est très bien passé. C'est une question difficile. Les sponsors assez rapidement nous ont fait confiance et nous ont mis à disposition des moyens pour concrétiser nos projets. Donc on les remercie. Et notamment Asus qui a été le premier à déceler le potentiel du truc et à nous faire confiance. Et avec qui on travaille encore. Et avec qui on travaille sur à chaque fois des nouveaux projets. Donc tu disais. Et après le milieu, il faut savoir que le milieu de l'e-sport au début il était un petit peu hostile, en mode Ponfétude, parce que l'e-sport en France ça a toujours été quelque chose de sérieux. C'est peut-être pour ça que ça ne s'est pas développé aussi vite que ça aurait dû. Quelque chose de sérieux où quand tu commentais une partie tu devais être sérieux, tu devais la commenter de façon purement technique. C'était ça l'e-sport en France. Et c'est vrai que nous quand on est arrivé avec nos blagues débiles, voilà. Non mais vous avez raison, il faut assumer. Tout le monde ne nous a pas perçus de façon positive. Les joueurs, le public, etc. Mais progressivement, on a été acceptés et les gens ont compris que c'était un moyen peut-être un petit peu différent de faire connaître le sport électronique en France. Donc maintenant, ça se passe vraiment très très bien avec les joueurs, avec une grosse partie du public. Au niveau des sponsors et des marques qui nous font confiance, ça marche de mieux en mieux. Donc ça nous permet de mettre en place des projets toujours plus ambitieux, dont je ne peux pas parler
parce qu'ils sont pas encore. Mais ils sont ambitieux. T'entends? Parce qu'on peut pas faire d'effet d'annonce, mais. Et donc ça pour revenir sur votre première année, donc c'était donc je suppose que vous deviez bosser à côté. Ouais, bah grosso modo, donc on a commencé, on enregistrait une fois par semaine, d'ailleurs c'est toujours le cas, et on avait tous une activité à côté, Tude était consultant en SS2I. Ouais, je travaillais dans le conseil, n'est-ce pas? Et conseiller des gens, des choses. Dans une société de conseil, tout à fait. Moi je travaillais dans l'audiovisuel en production et réalisation. Noki finissait ses écoles de graphisme, il y en a qui étaient encore en études. Georges bossait sur une chaîne de la TNT en tant qu'ingénieur son. Qu'on ne citera pas. C'est ce qui explique peut-être cette composition, c'est ce qui explique aussi la qualité peut-être de la réalisation qui a fait un peu la différence. Et on sent pas d'amateurisme dans. Oui. Et c'est cette équipe là qui a permis ce niveau. En fait, c'est sorti de nulle part. Georges, c'est un ami d'enfance que je connais depuis 22 ans, un truc comme ça. Noki depuis une dizaine d'années. Et il se trouve qu'on s'est assis à une table et on s'est dit putain, on a un ingé son, on a un graphiste et on a deux connards, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire quoi. Donc grosso modo ça a commencé comme ça et au fur et à mesure on s'est rendu compte que ça nous prenait plus de temps, que y avait plus de sponsors qui nous faisaient confiance, donc ça devenait envisageable de lâcher un taf alimentaire pour s'y mettre à fond. Au début, c'est pas évident, parce que sans déconner. Donc là, vous êtes passé pro quand, officiellement? 1er septembre, je crois que c'est hier. C'était hier. C'est hier. Félicitations. Bravo. Félicitations. Bravo. Merci. Ça. Bravo. Non, voilà, mais concrètement, ça faisait 2 mois qu'on bossait pour que ce soit possible. Pour forger les projets qui font qu'on va passer pro aujourd'hui. C'est que, pour avoir du taf 10 heures par jour, ça fait 3 mois qu'on l'organise ça. Mais à partir du moment d'aujourd'hui, on peut se dire que on a franchi le pas, on a une bonne dizaine de projets en cours qui vont s'étaler jusqu'à février 2012 ou mars 2012. Alors par rapport justement à ce que vous avez déjà testé, il y a eu donc la Ponfétude Academy. Ça c'est quelque chose qui risque de se reproduire? Oui, ça risque de se reproduire. En fait, le bilan de la Ponfétude Academy, c'est que ça a été très très bien perçu par le public et par les joueurs pro. Et nous, ça nous a fait plaisir de l'organiser. Maintenant, il y a un certain nombre de difficultés avec la Ponfétude Academy qui font que ce n'est pas un projet qui est pour l'instant viable en première priorité. Ouais. On fait passer d'autres projets avant. Les projets dont on n'a pas envie de parler. C'est ça. Ouais, mais on en parlera très bientôt. D'accord. Mais le problème de la Ponfétude Academy, c'est que on doit trouver un local avec un certain nombre de PC qu'on nous met à disposition pendant une journée. Et ce genre de local, tu as des salles de jeux en réseau à Paris. Enfin, il n'y en a pas des masses à Paris. Et il se trouve que... dans la PNT Caverne, c'est pas possible. Non. Je l'ai vu, c'est pas possible. Mais on n'a même pas 20 PC et on veut mettre à disposition des bons PC. Et que... il y a une équation qu'il faut résoudre en fait, qu'on n'a pas encore... On va dire que c'est difficile de trouver un local. Alors sur l'autre événement donc, qui s'appelait... Au gaming. Et ça va... Et là on taffe sur la V2. On taffe sur la V2, ça, on peut le dire. C'est avant décembre 2011. Voilà. Si tout se passe bien. Si tout se passe Attention bien. à l'effet d'annonce. Parce qu'avant décembre 2011, je me rappelle d'un site web qui devait sortir J'avais la question. 2010. J'avais la question. Non, il a la question. Mais on va pas la poser. Non, mais au gaming, alors grosso modo, c'est pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui connaissent pas, voilà. C'est grosso modo, c'est de se dire, ok, nous pendant un an, on a présenté StarCraft comme quelque chose que finalement tu peux voir sur ta table basse avec tes potes et regarder sur un écran. Et c'est un spectacle, enfin on essaye de faire en sorte que ce le soit. Et en gros on s'est dit, l'évolution, est-ce que ce serait pas, vu que c'est un spectacle, on remplace le rugby ou le cricket qu'il y a dans un bar le samedi soir et on met des matchs de StarCraft. Ou d'autres jeux comme League of Legends qui sont aussi très compétitifs et très fun à regarder. Ouais. Voilà, et c'est des jeux pour moi, j'aime bien taper dans la balle quand je joue au foot, tu vois, mais quand je mate un match de foot, je suis plus ou moins obligé de me faire une raison pour supporter une équipe parce que finalement j'ai rien à foutre, tu vois. et résultat, par contre, voir un match de StarCraft, quand il y a des beaux gestes, quand il y a de l'enjeu, quand il y a nanana, et quand c'est deux esprits qui s'affrontent,
bah, je trouve ça beaucoup plus fort en adrénaline et fort en tension que des matchs de sport classiques. Et de manière moins poétique, ces événements, c'est un bon moyen justement de générer des revenus pour alimenter la machine, ou c'est plutôt les vidéos pour chercher à monétiser? Vous avez déjà un plan de monétisation, ou vous faites un peu au feeling? On le fait un peu au feeling. Et au gaming, c'est pas une grosse rentrée d'argent. C'est pas la rentrée d'argent principale. C'est du trip en barre, quoi. Ouais, c'est pas une grosse rentrée d'argent. En fait, on essaye. Déjà, on veut garder l'événement cheap, dans le coût pour le public. C'est-à-dire, vraiment, il est pas cher. Tu vois, il est pas cher pour les gens. On veut pas que ce soit un endroit où tu rentres, où tu dois dépenser une fortune pour ta bière, etc. Et donc, on fait pas énormément d'argent dessus, mais ça nous fait énormément plaisir. C'est l'occasion de faire découvrir des joueurs, peut-être d'autres jeux, de s'éclater, de développer un concept qui, je pense, aurait dû exister depuis 5 ans. Enfin, il existe déjà aux États-Unis. Ouais, il y a un public énorme. Nous, on adore ça. Et voilà, un concept qui marche. Donc les projets dont on n'a pas le droit de parler, ceux-là ils sont pensés aussi dans cet aspect fun, ou ils sont là aussi parce qu'il va falloir assurer c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. En fait, nous, on s'est posé la question. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que quelque chose est gratuit qu'il ne coûte rien, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que les vidéos sur YouTube sont gratuites pour tout le monde, et ça, c'est la base, que ça n'a pas un coût pour nous. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qui paye, en fait. Et nous, on a décidé que ce ne seraient pas les viewers, en tout cas sur YouTube, et la majorité de notre activité. Et sur les événements comme qui forcément vont demander un peu plus de budget, on va limiter vraiment l'argent qu'on demande aux gens. Enfin, voilà. Et on préfère faire payer les sponsors. Donc oui, il y a de la pub, mais en même temps, c'est 5 secondes. Quoi. Donc, c'est quand même très peu ce qu'on met en termes de pub. Et on a fait le choix de ne pas mettre la pub YouTube qui prend 15 secondes, où là on a juste à cliquer sur une case et elle apparaît, et voilà. Mais de choisir des sponsors qui correspondent aux gens, qui peuvent intéresser les gens, pas genre de la pub stupide, genre hey, du Biactol, alors que... Non, on ne citera pas de marque. Mais, du Biaclol. Et puis des sponsors qui comprennent nos problématiques et qui sont proches de nous, quoi. Avec qui on peut faire des opérations que les gens vont comprendre et auxquelles ils vont être réceptifs. Et sur les projets de l'année, on parlera de rien, on se revoit pour en parler. Je sais pas ce qu'on peut dire. On peut dire grand chose. Non, mais sinon on se revoit pour en parler. On se reverra. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Voilà ce qu'on peut dire. Après, des questions un peu plus légères. Sinon, je voulais juste rebondir sur autre chose. C'est tout à l'heure, on parlait de l'équipe, et je pense qu'on n'a pas assez insisté là-dessus. Ouais. C'est le succès de Ponfétude, il n'est pas seulement dû à Ponfétude. C'est justement ce que tu disais, c'est les techniciens qui sont derrière, qui ont fait en sorte qu'on ait une super image, 1080p, grâce à Asus notamment, un super son. Et Ponfétude, c'est une équipe de 8 personnes, t'en as qui bossent dans le cinéma, t'en as qui bossent aux achats, qui font des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Et toutes ces personnes ont entretenu une très bonne ambiance et ont fait Ponfétude. Après, vous, il se trouve que vous ne voyez que 2 personnes. Mais vous pouvez les entendre sur certaines parties. Ouais. Ou quand on se fout de leur gueule. Mais quand ils se foutent de la gueule. Mais alors juste pour la parenthèse, mais il n'y a pas de filles. Bah non, mais dans l'équipe, non. Dans l'équipe, non. Et dans StarCraft 2, il n'y en a pas des masses. Il y en a moins que dans AWO, par exemple, World of Warcraft. Où je crois que c'est 40% de comptes c'est détenu par des femelles. Attends, t'es sûr que c'est pas 40% de comptes qui se sont créés une nana en avatar? Parce que moi j'ai plein de potes qui ont fait ça, quoi. Non, c'est 40% des joueurs sont des joueuses. D'accord. Et non, mais StarCraft, c'est une question. J'ai envie de dire. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de mecs à l'armée que de filles, quoi? Enfin, je veux dire, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu de confrontation, c'est un jeu. C'est pas basé sur. Alors que effectivement, c'est basé sur l'intellect et la rapidité, et voilà. Donc ça pourrait carrément être un jeu de nana aussi. Mais c'est une énigme, quoi. Où sont-elles? D'accord. Une petite question légère. Et votre famille réagit comment quand vous avez dit que vous arrêtez de bosser pour faire des commentaires de jeux vidéo? Au début, ça a été. On va dire, ils n'ont pas été hostiles au projet, mais
ils ont dit d'être prudents, tu vois, genre ils avaient un peu peur. Mais maintenant notre famille et notre entourage nous soutient à mort, mais vraiment à 100%. Et il n'y a aucun souci là-dessus. En fait, quand ils nous ont vus, il y a notre père qui était venu au festival du jeu vidéo. Donc c'était en septembre 2010. Ouais, je crois. Et il est revenu, on avait commenté Elki, donc une grosse resta sur StarCraft 1, sur le poker, meilleur joueur de France, etc. Ouais. Et on avait commenté une partie sur scène, il y avait 1200 personnes. Et grosso modo, il est rentré à la maison et a fait c'est bon, plus de problème à se faire. Ils sont partis. Et non, mais ils nous soutiennent et en même temps, notre père, s'il ne nous soutenait pas, ce serait un peu traître parce que c'est lui qui nous a mis des PC, une souris, un clavier dans les mains quand on avait 10 ans. Donc on jouait à Duke Nukem avec 3 ordi dans la maison, tous les deux avec notre père. Duke Nukem 3D, non, je sais pas quoi. Il y a Diablo 1, je crois. Ouais, et StarCraft 1 aussi, enfin bref. C'est lui qui nous a lancé là-dedans, donc ils se sont toujours dit, voilà, les jeux vidéo, c'est pas juste des clics et de la violence, quoi. C'est apprendre un système, c'est apprendre des règles du jeu, c'est les modifier, les utiliser à leur plein potentiel. C'est une activité intellectuelle. Bon, on allait aussi à la natation quand on était petit, mais voilà, ils n'ont jamais été hostiles à la chose, quoi. Ouais. Ok. Bon, mais merci pour cette première partie. On va parler un peu de StarCraft. Ok. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite.